507 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. L'environnement est-il un problème des élites ou une question générationnelle? C'est une question que nous posons. Dans un monde où les menaces écologiques se font de plus en plus pressantes, les médias jouent un rôle crucial en éveillant les consciences, en informant et en mobilisant les citoyens. Nous plongeons au cœur de cette dynamique pour explorer comment les journalistes, les médias en général façonnent nos perceptions, influencent les politiques et inspirent des actions concrètes pour préserver notre planète. Et à y voir de près, que faut-il changer pour être davantage impactant? Nous donnons la parole à la société civile. C'est Robin Desbois, redresseur de torts causés à l'environnement. Et eux, sur ce plateau, ils en ont. Patrice Sabou, bonjour et bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Exceptionnellement. Comment allez-vous? Très bien, merci. Un plaisir de vous recevoir une fois encore. Salut, partagé. En face de vous, José Adessou-Baudrey, directeur exécutif de l'ONG Nature Tropicale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très, très bien. C'est un plaisir également de vous recevoir. Le tout accompagné de Alain Tosselon, notre consultant attitré sur 5 sur 7 matin sur les questions d'environnement. Bonjour et bienvenue, Alain. Bonjour, Eman. Mais il est un prince, quand même. Un prince Wassanga. Si on lui dit ça, son esprit est réveillé. Ah ouais. Mais j'irai voir madame qui va m'apprendre son panégyrique. Prochainement, je vais dérouler ça sur le plateau. On va voir s'il va rougir. Alors, monsieur Sabot, le 3 mai dernier, on a célébré la journée internationale de la liberté de presse. Et cette fois-ci, curieusement, les réflexions ont été portées sur, on va dire, l'implication donc des médias dans la crise environnementale. Est-ce que vous avez été particulièrement touché par ce choix de l'UNESCO? Moi, d'abord, j'ai une pensée pour tous les journalistes du monde entier qui ont péri sous les armes, les atrocités. On vient de décrire une situation ici pour laquelle personne ne peut être d'accord. Mais il ne faisait pas autre chose que de dire la vérité. Vous avez vu les deux Français qui ont été tués au Mali et tout ça. Ghislaine Dupont et Claude Vermont. Voilà, c'est ça. Donc il faut avoir une pensée pour ces gens-là. Et ceux qui travaillent en matière d'environnement et qui font des investigations ont encore la vie très éprouvée. Donc on doit vraiment les féliciter. Donc moi je pense que l'UNESCO est en retard. Complètement. Mais on va dire que, oui, ils sont en train de réveiller ce qui avait été dit et auquel personne ne faisait attention. Parce que, ici, voici une convention sur la diversité biologique. C'est depuis 1992, ça. Mais ils ont dit, en leur article 13, on dit, les parties contractantes favorisent et encouragent une prise de conscience de l'importance de la conservation de la diversité biologique et des mesures nécessaires à cet effet et en assure la promotion par les médias. Je m'en arrête là. Et ainsi que la prise en compte des questions dans les programmes d'enseignement. Ils ont tout dit. Mais ils ont vu que nos États ne font rien, presque rien dans ce domaine-là. C'est pour cela que, et vous allez voir, le volet environnement a été pendant longtemps un volet orphelin. Personne ne s'en occupe. Ce n'est pas une priorité. C'est à partir de 1990 que notre pays a commencé par créer un ministère pour ces genres de choses-là. Mais jusqu'à présent, nous entendons parler de l'argent, beaucoup de milliards, mais sur le terrain, on ne voit pas. Vous avez vu, et si j'entends le cri de cœur de ce monsieur qui est passé tout à l'heure et qui a parlé, moi je ne sais pas, le journaliste qui travaille dans l'environnement doit être considéré au même titre que ceux qui parlent de politique politicienne tous les jours. On doit le mettre dans les conditions pour qu'il travaille. Parce que vous parlez aujourd'hui environnement à quelqu'un, il te dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a un travail supplémentaire que lui fait pour faire expliquer, faire toucher du doigt aux gens. Vous avez vu ceux qui sont venus. Moi, si j'étais sur le plateau avec ceux qui, Baba Moussa et autres là, j'allais leur demander, ils ont un communicateur dans leur projet qui n'est pas le journaliste. Lorsque le journaliste a toutes ces informations, lui, il ira voir. On a dit, on a donné 100 000, c'est 100 000 microcrédits. Oui, on vient faire de la communication pour que ceux qui ont donné de l'argent donnent encore davantage. Mais le journaliste, là, lui, ne reste pas là. Il va faire des investigations pour voir est-ce que l'argent est parti là-bas. C'est là où tu as des problèmes. Tu as tous les blocages. Tu n'as aucune information. Tu dois te débrouiller et on te met sur des pistes fausses. Et en même temps, on peut même te tuer. Voilà, c'est des choses comme ça. Parce qu'on ne veut pas. C'est de la mafia aussi. Donc, il fait face à tout ça, là. Donc, moi, je les félicite. Et je les félicite en même temps, ceux qui se sont
investis dans ce domaine de l'environnement, il faut qu'ils y aillent. Ce n'est pas aller sur un terrain et dire oui, le ministre a réceptionné 94 000 tonnes d'engrais. Ce n'est pas ça. Il faut expliquer aux populations, cet engrais-là fait quoi à sa santé, à sa terre, à son environnement. C'est là où lui est utile. Parce que c'est lui qui a l'information. Si on dit, on a amené 500 000 litres de glyphosate. Lui, celui qui a fait ça, il a fait ce travail, il a donné l'information. Mais celui qui est chargé de l'environnement, il doit aller plus loin, faire des analyses. Il ne craint rien. Mais j'entends aussi une parole qui me gêne. Moi, ça me gêne, quoi. Si vous voulez faire un travail bien apprécié, que je vois sur France 2, par exemple, on n'a pas besoin de dire, mais c'est l'État qui me donne l'argent. L'État ne te donnera rien. Mais si l'État te donne, il faut refuser. Parce que tu n'es plus libre. Si tu prends son argent, tu es obligé de faire ce qu'il te demande de le faire. Donc moi, je demande, si les sources de financement ne manquent pas. Ceux qui veulent faire de l'investigation, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens. On a vu Greenpeace, qui a son réseau de journalistes à qui on donne autour des financements, qui ont fait des investigations, et lorsqu'ils sortent, tout le monde est impressionné. C'est ce que moi je voulais demander à nos journalistes qui se sont investis dans l'environnement. Il faut de l'audace, il faut de la responsabilité. Le STES, le thème de cette année, parle de responsabilité des journalistes face à problème de l'environnement. Il ne fera pas tout, mais il fera ce qui est de son époque pour sensibiliser la population. Alors, José de Soufou-Créneau, ça fait plus de 2 décennies déjà que vous côtoyez ce monde de journalistes, ce monde des médias grâce donc à la voie que vous avez choisie, qui est celle justement de travailler sur des questions liées à l'environnement. Quand vous jetez un regard rétrospectif sur votre parcours, est-ce que vous avez l'impression ou le sentiment que les journalistes ont été d'une grande utilité au-delà de la communication qu'ils font autour de vos actions? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que s'il n'y avait pas des journalistes avec qui on avait travaillé, si on n'avait pas compris leur utilité, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. J'ai des exemples précis et pour dire aux téléspectateurs que les actions que nous menons ne sont pas inspirées simplement de ce que nous constatons autour de nous. Nos actions, nos premières actions sont inspirées de ce que les médias nous montraient. J'ai toujours fait le témoignage en disant, si Nature Tropicale parle de préservation des zones humides, réunir la nature en salle, ça veut dire dans des aquariums, pour montrer des poissons. Montrer qu'en utilisant des ordures pour fermer les bas-fonds, on impacte d'abord les poissons, on fait disparaître les poissons, ou on rend les poissons pollués. Ce n'est pas les médias que nous avons appris ça, avant de commencer par voir autour de nous ce qui se passe. Pour dire que, pour voir aussi la beauté de la nature, parce que je suis membre de l'UICN, et on dit, on ne protège que ce que l'on aime. Mais on ne peut aimer que ce qu'on connaît. Vous n'avez jamais vu. Et vous dites, vous aimez. Ce n'est pas vrai. Et maintenant, pour voir, ce n'est pas les médias que nous avons vus. L'exemple que nous donnons souvent, c'est commandant Cousteau. Commandant Cousteau avait une équipe très forte. Dans les années 92, 93, 95, quand vous allez sur l'ORTB, les jeudis soirs, c'est pour suivre les émissions de commandant Cousteau. On vous montre la beauté de la mer. Et la question se pose. Comment ils ont fait pour aller jusque là-bas? Mais si on n'a pas vu, est-ce qu'on allait se poser des questions? Et maintenant, quand nous voyons ça, nous revenons à dire, mais et chez nous? Malheureusement, hein, ça fait quand même bientôt une trentaine d'années que nous voulons refléter cette beauté. Vous savez, c'est qu'il faut voir. Et il faut que des gens voient et montrent aux autres. Les journalistes sont servis de ça. Et ça a vraiment forgé les actions de Nature Tropicale. Les premiers cas, ça veut dire que c'est à partir des émissions de TV5 que nous nous sommes forgés. Et nous sommes partis, comme l'a dit Sabo tout à l'heure, quels sont les tests dans notre pays qui protègent l'environnement. Et quand il parle de la Convention sur la diversité biologique depuis 92. Et le test précise que les États partis, ça veut dire que si vous avez signé là, vous êtes engagé.
En ce moment, on dit, les pays doivent s'engager avec les médias pour ce volet précis concernant la biodiversité. Et nous constatons en ce moment, tout ce qu'on nous montrait, c'est ce qui vient de l'étranger. Ça nous forgeait. Nous avons pris contact avec des partenaires pour dire, envoyez-nous plus de ces vidéos pour pouvoir sensibiliser. Vous savez ce qu'on nous a répondu? Mais pourquoi vous ne faites pas les vidéos de chez vous et partagez avec le monde? C'est comme ça que Nature Tropicale est rentrée dans les médias. Pourquoi? La coopération belge, en ce moment, l'ambassade, il n'y avait pas l'ambassade, le consulat, quand nous avons posé notre problème, en regardant des émissions à la télévision, nous voulons avoir maintenant copie de ces émissions. On nous a aidé à prendre contact avec cette télévision, RTBF, en Belgique. Et on nous a répondu pour dire, mais nous, comment on peut vous envoyer des émissions qui parlent du pôle de l'écosystème polaire et vous allez sensibiliser des gens avec, alors que eux là-bas veulent des émissions qui viennent de nos réserves, qui viennent de l'environnement de notre pays pour partager avec le monde. Et vous savez la solution? Et le consulat nous a proposé, organisez-vous avec des journalistes au niveau local. Nous allons vous donner les équipements. Vous allez commencer par prendre des images sur place. C'est le premier appui que Nature Tropicale a reçu. On nous a acheté un petit groupe électrogène. On nous a acheté une caméra VHS. On nous a acheté un rétroprojecteur et un écran. Pour dire, allez prendre des images dans la nature, positives ou négatives. Et maintenant, monter avec les journalistes, amener dans la communauté pour qu'on aide à sensibiliser. Ça veut dire que c'est très, très important. Et avec le temps, le premier qui nous a marqué et qui a accepté de s'associer à nous, paix à son âme, c'est William Irate. Journaliste à Golf TV en son temps, je crois que de façon informelle, dans une discussion, on s'est rencontrés, on a parlé, on dit, nous, on n'est pas journaliste, mais nous connaissons l'écosystème marin, côtier, et zones humides et autres, mais nous voulons avoir des images pour pouvoir sensibiliser. Et c'est comme ça. On a été très surpris quand, malgré qu'il soit à Goff, c'est dit qu'il avait l'amour pour la nature. Et il s'est offert à nous pour nous accompagner et faire des visites dans le parc Mandjari. Commencer par prendre des images, on a commencé par sensibiliser. Je crois que les journalistes sont beaucoup, et ce n'est pas à nous de le dire. Il y a les tests, des engagements pris par nos pays qui montrent le rôle du journaliste dans l'éducation environnementale. Et je crois que c'est le moment, je vous remercie, et c'est le moment de donner plus de poids à ce travail que font les journalistes et qu'on puisse les appuyer pour aller plus loin. Alain Toussaint, il y a une semaine environ, c'était mercredi dernier, on était sur ce plateau ici pour un partage, c'était plus pour un partage d'expérience, comment chacun est entré, a commencé par s'intéresser aux questions d'environnement, donc dans les médias. On était avec William Tchouki et Inès Kwasi, mais aujourd'hui, lorsqu'on fait quand même un peu le bilan de tout ce qu'il y a eu comme approche pour parler des questions d'environnement, est-ce que ces approches classiques-là ont montré des faiblesses et des limites? Est-ce qu'il faut changer d'approche pour impacter davantage? Je dirais que nous avons fait du chemin. Il faut féliciter les pionniers, rendre hommage au doyen Hubert Madafime et bien d'autres encore, William Imati qui nous a malheureusement quittés, et bien d'autres. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'acquis. Il y a eu beaucoup d'acquis parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit le mercredi dernier, il n'était pas évident que dans les différents organes de presse qu'on ait de l'espace ou des programmes qui sont exclusivement dédiés aux questions environnementales. Ça, franchement, il y a 15 ans, 20 ans, c'était rare d'avoir vraiment des émissions thématiques sur l'environnement. C'était bien rare. Et dans les journaux, voilà, d'avoir des pages d'environnement. On était habitué évidemment à avoir des journaux exclusivement. On avait la politique, on avait les sports, on avait société, mais rarement environnement. Donc, on parlait d'environnement lorsque survient, je dirais, un certain nombre de crises. Quand il y a une pénurie d'eau, on commence par parler
de l'eau, quand il y a une inondation. catastrophe naturelle, on commence à parler de ça, et puis après, on passe à autre chose. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que dans tous les organes de presse, aujourd'hui, on a des émissions thématiques. Et vous avez également dans des journaux maintenant des pages environnement. Au début, c'était bien rare. Mais en plus aussi, on a vu qu'il y a une évolution en termes de, au niveau des journalistes qui de plus en plus ont commencé à se spécialiser sur cette question-là. Parce qu'avant, on avait des journalistes politiques, on avait des journalistes sportifs et tout. Après, il y a eu la santé. Mais exclusivement l'environnement, on n'avait pas beaucoup de journalistes qui s'intéressaient à cette thématique-là. Mais il faut dire que vous avez parlé de changement d'approche. Si on doit capitaliser, on doit se dire, oui, nous avons fait du chemin. Nous sommes de plus en plus nombreux. Mais peut-être que, en tirant leçon de ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit améliorer? Parce qu'on ne peut pas se satisfaire donc de ce qu'on aujourd'hui, de ce qu'on a. Mais on a encore des défis qui sont là. Et je crois que le premier travail d'un journaliste sur les questions environnementales, d'abord, c'est de faire connaître c'est quoi l'environnement. Et c'est de cela que le doyen Sabo parlait. Parce qu'il faut montrer en réalité que la question environnementale doit être une préoccupation de tout le monde. Or, en réalité, on est parti d'un contexte où on considérait que parler d'environnement, c'est une question de luxe. Et que ce n'était pas l'affaire des Africains et autres. Au début, c'était ça. Alors, on dit que bon, c'est quand vous êtes rassasié que vous parlez donc d'environnement et autres. Je pense qu'aujourd'hui... C'est le problème des élites. Voilà. Aujourd'hui, on a travaillé à changer donc cette perception-là. À démocratiser. Franchement, à montrer aux gens en réalité que on est tous concernés par les questions environnementales, même si elles ne se posent pas de la même manière dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Est-ce que vous voyez? Ça, je pense que c'est un acquis important en termes d'évolution. Mais aussi par rapport au travail remarquable que les ONG, qui ont été toujours en avant sur l'État, avec des initiatives prises qui impactent des communautés, même si c'est à petite échelle, mais que les journalistes ont contribué à faire montrer. Sinon, les ONG travaillent, ils font un travail formidable, mais tout ça est souvent dans l'ombre. Je pense qu'avec le travail de journalistes, on a réussi à mettre sous les feux des projecteurs un certain nombre d'initiatives d'ONG. Et paix à son âme, Claudia Amegantopi, je me rappelle très bien la protection de la mangrove et qui nous a menés sur le terrain et tout ça. Donc, tout ça, comment on appelle, paix à son âme, par rapport à la lutte contre les sachets plastiques avec l'ONG qui dit mieux. Détine, bonsoir. Bien sûr. Donc, vous voyez, tout ce travail que ces pionnières ont fait et tout, il a fallu des journalistes à un moment donné pour révéler ça au grand public. Maintenant, aujourd'hui, c'est que pendant qu'on fait ce travail, c'est que nous avons des défis. Nous avons des enjeux importants sur lesquels il faut absolument mettre davantage, plus d'action. Et là, j'ai regretté que on a commencé. Vous savez que, par exemple, pour aménager le barrage d'Okpara, qui était la seule source d'alimentation de la ville de Parakou, de 200 000 habitants environ, mais il a fallu un article d'un journaliste pour montrer que ce barrage était menacé de disparition, de dégradation. Pourquoi, avec l'ambassade des Pays-Bas, on a commencé à aller secourir ce barrage. Or, il n'y avait que ce barrage pour alimenter la ville de Parakou. Mais cet article d'un journaliste a déclenché donc toute une action aujourd'hui et qui a continué dans le cadre du PPA 1. Donc, je pense que il faut voir derrière ce travail donc d'alerte sur un certain nombre de défis que nous avons qui sont liés à l'eau potable, qui sont liés à l'assainissement, mais également aux questions environnementales. Ce qu'il reste à faire, c'est qu'aujourd'hui, sur des enjeux cruciaux, nous devons davantage travailler à montrer combien de fois
il est important de continuer à agir sur la question des tests, des conventions et autres, le contenu. Aujourd'hui, également, les journalistes ont contribué à faire savoir un certain nombre de tests. Vous voyez tout le travail qu'on a fait par rapport à l'avènement de la loi portant hygiène publique. Il a fallu à un moment donné qu'on montre au créneau pour dire quelle est l'urgence d'avoir cette loi-là, parce que le code qu'on avait, il datait de 87 et avec l'action du CANEA et des autres organisations, on a travaillé là-dessus. La loi 4 sur la pêche, je me rappelle très bien, on a travaillé à l'avènement de cette loi-là. Mais quand on a fait ça, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes face à d'autres enjeux qui sont très importants. La pollution de l'air qui a des liens avec les maladies cardiovasculaires. Il faut travailler à montrer aux populations que, attention, si on continue, c'est qu'il y aura plus de personnes qui vont décéder. La question des pesticides, en lien avec la fertilité. Nous savons très bien aujourd'hui que dans ces zones-là où on fait, comment on appelle, on fait l'agriculture intense avec le coton, on commence à avoir des problèmes de santé. Tout ça, c'est des enjeux sur lesquels nous savons qu'on nous attend. Mais que, malheureusement, on est confronté parfois à la question de l'accès à l'information. Et c'est pour ça que je vais rassurer le doyen pour dire que ce qu'on attend de l'État, ce qu'on attend des autorités centrales, c'est vraiment que l'accès à l'information soit la chose la mieux partagée de tout le monde. Parce qu'on a un code de l'information et on a travaillé à avoir ce code de l'information de la communication qui garantit aux journalistes l'accès à l'information. Mais ce n'est pas toujours évident parce que il y a des résistances au niveau de l'administration centrale. On peut se cacher derrière la confidentialité d'un certain nombre d'informations pour dire, ou bien peut-être on émousse vos ardeurs parce qu'au moment où vous voulez donc l'information, vous ne l'avez pas et vous ne pouvez pas continuer. Or, au nom du principe de l'équilibre de l'information, si vous n'avez pas l'information qui vient des pouvoirs publics, c'est que vous ne pouvez pas finir votre article ou votre émission parce que vous avez besoin de confronter des opinions pour permettre donc à l'auditeur, au téléspectateur ou au lecteur de se faire sa propre opinion. Et je pense que c'est sur ce terrain-là, nous avons davantage à rassurer les uns et les autres que le travail que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais nous le faisons pour le bien collectif, le bien de tout le monde. D'accord. Alors, Monsieur Sabo, aujourd'hui, quels sont les défis qui se présentent aux journalistes qui s'intéressent aux questions de l'environnement? C'est quoi les défis pour impacter davantage? Il faut, avant de répondre à votre question, il faut suffisamment féliciter, remercier encore les journalistes. Moi, je donne des faits concrets. Si on dit organisme génétiquement modifié, personne ne comprenait ce que cela voulait dire. Mais lorsqu'on a commencé à embaucher cette trompette, on a bénéficié de l'appui des journalistes qui ont amplifié jusqu'à ce que ça rentre dans les oreilles. On a vu, lorsqu'on parle de ça quelque part, on connaît la sensibilité des décideurs. Lorsque le peuple est venu ici, il a fallu l'appui des journalistes pour que, je ne dis pas que c'est conjuré parce que le mal est encore toujours là, mais tout le monde a vu que si nous prenons le risque d'amener cette chose-là ici, nous serons responsables demain parce que nous avons suffisamment parlé des inconvénients, que ça n'apporte rien ici. Ensuite, il faut féliciter BB24. Bon, on se levait, c'est pendant des années. Il y aura un père, son homme toujours, qui faisait les choses, prenait les images. À 6 h du matin, tu es ici, avec tous les joueurs de BB24 que je remercie. Et je félicite également. Vous montez, on dit oui, environnement. C'est ça. L'ORTB en a été pour beaucoup, même si on garde encore des mauvais souvenirs de quelques responsables. Je pense que ça, il faut conjuguer ça au passé. C'est la dynamique de la vie. Ça arrive, tout ça là. Et je félicite tous ceux qui sont ici, à la radio, comme ici, la Nation, toutes les autres nations qui sont privées, qui font des choses extraordinaires. Les défis, comme je l'ai déjà dit, dans la vie, là, il faut prendre des risques. C'est lorsque tu prends des risques que tu avances. Si tu ne prends pas des risques, tu n'avances pas, quoi. Tous les défis sont encore présents devant nous. Tous les défis sont présents. Nous avons les défis de comment convaincre, comment nous devons convaincre réellement des résistants. Et les résistants veulent voir quelque chose pour se convaincre. Ça veut dire qu'il faut de l'investigation. Il ne faut pas que les journalistes se limitent seulement à rapporter les faits. D'abord, il y a des rédactions, avant de partir là-bas, on veut te préparer. Moi, je fais une émission, personne ne me prépare. Je refuse ça. Tu vas me conditionner, quoi.
C'est-à-dire que lorsque tu poses des questions, je réponds. Mais lorsque tu me conditionnes, c'est dangereux. Je ne veux pas ça là. Donc il faut avoir l'audace. Il faut se convaincre que nous ne pouvons pas. C'est vrai. La Convention l'a dit, les médias. Ils vont faire. Parce que ici, lorsqu'ils vont dire, je vous permets de parler ici, c'est déjà ce que nous faisons. Si je vous dis, je forme des journalistes, j'offre un desk environnemental à la télévision et à la radio, je fais déjà un effort. Mais celui qui fait le travail doit être mis dans de bonnes conditions. Il faut mettre le journaliste dans de bonnes conditions. Il faut lui donner les informations justes. Mais le journaliste aussi doit se faire former. Il doit aller se faire former pour dire comment les autres ont fait pour arriver là jusqu'à avoir un nom. Je vous ai dit, si moi je suis sur France 2 là, je suis à l'aise. Tu peux être ministre, président de la République. Lorsque le journaliste s'occupe de toi là, ta chaise là tremble. Ta chaise tremble parce qu'il veut te vider. Si tu es impuissant, incompétent, il te montre et tout le monde se rend compte. C'est ça. Comment ils arrivent à avoir les moyens pour faire... Vous avez monté un documentaire ici la fois passée. On a vu comment les gens sont allés ramasser les poissons, ils ont fait des trucs dans les bateaux. Mais il y a des gens qui sont apprêtés pour avoir les mêmes moyens, rentrer dans le bateau avec eux pour nous rapporter ce que nous avons vu là. C'est ça qu'il faut. Il faut avoir l'audace, se faire former et aller rechercher les moyens soi-même. Les moyens existent. Si vous avez vu les COP de biodiversité auxquels moi j'ai participé, vous voyez 20 journalistes sénégalais. 20 journalistes sénégalais. Ce n'est pas des vieux, c'est des jeunes, 20, 15, 10, et ils sont présents partout. Mais il a fallu qu'on commence par parler ici qu'aujourd'hui, on a commencé que les journalistes de l'OTB, on commence par participer à ces événements-là. Nous sommes contents, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas un. Si j'entends la voix de Eban Kwadjo Pokame au Kenya aujourd'hui, je suis fier. Je l'ai écouté hier à la radio. C'est ça que nous voulons. Il faut envoyer une kyrielle. C'est le travail. S'ils ne vont pas, parce que si tu es seul, tu ne pourras pas voir tous les angles de ce qui se passe. Mais si vous êtes nombreux, vous partagez, vous voyez. Moi, je les encourage. Formation, audace, aller rechercher les sources indépendantes, des sources libres de financement. Et nous, là, on peut parler avec vous, nous allons travailler parce que les sujets existent. Vous savez que lorsque le président de la République parle de sédentarisation, je viens de dire ça. Moi, je croyais que c'était nouveau. Mais ce n'est pas nouveau. Il y a un projet qui existait depuis et que les Italiens ont amené ici. Les Italiens ont conçu un laboratoire, des parcs, l'eau, tout. Ils ont recruté. Ils ont eu tous les animaux, plus de 100. Ils disent, on va commencer. Ils ont tout pris, les Béninois, voitures, ils ont pris tout. Et vous allez voir des éléphants blancs au nord aujourd'hui. C'est à Dassa, je suis venu de Dassa, j'ai rencontré le maire de Kalalé, nous sommes allés dans un champ, et la dame nous dit, venez nous sauver. Je fais mon champ, et de nuit comme de jour, les bovins viennent détruire tout. Dans cet état-là, qu'est-ce que vous voulez de moi? Le maire était là, le maire de Kalalé était là. Il a donné les conseils qu'il a donnés, mais au retour, nous avons vu encore des choses. On a vu d'autres choses. Et après, moi, j'ai demandé à celui qui m'a parlé là, envoie-moi toutes les preuves. Il m'a donné le nom du projet, il m'a donné les éléphants blancs qui sont là-bas. C'est sur ces sujets que nous attendons le journaliste. Si on lui dit ça, il trouve les moyens, il va là. Il va sauver le pays. Il sauve le pays parce qu'aujourd'hui, on a nommé un haut commissaire. On a demandé aux maires de fournir des espaces. En 2023, on a sorti un décret pour sédentariser les troupeaux. Les préfets sont responsabilisés pour sensibiliser. Et jusqu'à présent, on continue encore de voir les bovins errants dans nos contrées, dans nos champs, dans nos villages. Ce n'est pas possible. Moi, je savais que c'était nouveau. Donc, si on reprend ce projet-là, on doit savoir les tenants et aboutissants. S'ils sont encore en fonction, il faut les interroger, les punir. C'est ça qu'on doit faire. Si on envoie maintenant un journaliste sur cette piste-là, il va dire, ah, j'ai peur, on ne dit pas ça. Ah, celui qui a la dit, on ne parle pas, on ne fait pas ceci. C'est ça. Et dès que les gens entendent ça, si on a le nom du projet, et que celui qui doit donner l'information ne donne pas là, et que je fais mon information, je vais présenter ici là, il doit sortir. Parce qu'il va dire contradiction. C'est ce moment qui vient, on va le confondre. C'est ça le travail.
On ne peut pas tuer quelqu'un pour ça. On a déjà vu. Madafime a fait des trucs, les trucs de l'or là. Madafime avec Tchoki, ils sont partis dans le nord. Ils ont vu les orpailleurs. Comment ça se fait? Ils ont pris d'énormes risques. Moi, j'ai vu ça. Donc, il y a beaucoup de choses que... Bon, on va leur demander tout. Mais on les encourage d'abord pour ce qu'ils font déjà. Et je profite de l'occasion pour rendre hommage à Medja, qui fut également une journaliste vraiment de haut talent et qui, avec son talent, il a servi l'Afrique, le monde entier, par ses pratiques. Ce n'est pas des pratiques, je dis, et je vous dis, allez faire. Elle est dans le live tous les jours. Mais vous voyez, à part l'ONTB, qui lui a rendu hommage à la radio, vous avez vu, si nous étions dans un pays où les gens sont touchés, on va leur demander pardon. Parlez-nous de médias. Non, c'était spontané comme la radio, la télévision, l'ont toujours fait ici. Très bien. Donc je vous félicite. Allez, on va faire un dernier tour de table, prendre l'avis également de Josias sur la même préoccupation. Les défis qui se présentent aujourd'hui aux hommes des médias en ce qui concerne évidemment ces thématiques liées à l'environnement. Oui, bon, je crois que il faut qu'on commence de temps en temps à se dire j'ai bien fait avant de vouloir demander plus. Et moi, je félicite les journalistes béninois qui se sont investis dans l'environnement. Parce que aujourd'hui, comme vous ne le savez pas, nous faisons le témoignage ailleurs pour dire, parce que tout à l'heure, il a parlé du travail fait par les ONG, nous écrivons dans nos documents que les ONG environnementales ont réussi à positionner l'environnement dans les médias au Bénin. Que des gens soient d'accord ou pas, nous avons contribué à ça. Et aujourd'hui, je continue à faire ce témoignage pour dire que même de l'étranger, les gens posent la question, comment vous avez réussi à faire ça? Parce que ONTB n'est pas sur Cotonou seul, c'est sur les médias internationaux, c'est sur, comment vous appelez ça? C'est sur le bouquet. Sur le bouquet. Les gens suivent de loin. Et vous appellent. Et ils vous appellent et ils apprécient ce que vous faites. Et ils nous demandent comment vous pouvez nous aider à ce qu'on le fasse aussi ailleurs. Ça veut dire que j'invite les journalistes qui travaillent dans ce domaine à s'estimer heureux pour dire nous avons fait de bonnes choses et vous avez servi d'exemple ailleurs. Deuxièmement, il faut avoir des ambitions. Comme il a dit tout à l'heure, chercher plus loin. Il faut qu'il y ait des professionnels sur certaines thématiques au niveau environnemental et vous allez servir d'exemple pour amener l'environnement dans les médias, ici au Bénin et ailleurs. Très bien. Allez, messieurs, il ne me reste malheureusement plus assez de temps. Alain, en une minute, qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est que vous pouvez summarize, comme on le dit. Résumer. Je vais rendre hommage à tous les journalistes qui sont membres de notre réseau, le réseau des acteurs des médias pour l'eau, l'environnement et le climat que je dirige actuellement. Nous avons senti le besoin, parce qu'on parle de plus en plus de nexus, on ne peut plus parler de l'eau sans parler du climat, sans parler de biodiversité et tout. Et nous nous donnons les moyens de renforcer nos capacités avec nos ressources, mais également avec la contribution d'un certain nombre d'acteurs. Donc, je voudrais vous rassurer qu'aujourd'hui, sur la question donc, du renforcement des capacités, nous avons de plus en plus de spécialistes qui sont capables donc, de discuter avec les autorités centrales et autres, tant qu'ils en ont donc l'opportunité. Et nous nous donnons également les moyens de prendre part à ces forats-là. Moi, je n'ai jamais bénéficié d'un billet d'avion du ministère de l'eau pour aller à un forum. Et j'ai toujours été au rendez-vous des forums mondiaux. C'est pour dire combien de fois nous travaillons, nous donnons les moyens, nous nous sacrifions. Et c'est bien dommage. Et c'est pour ça que je salue le ministère du cadre de vie qui, lui, par rapport aux participations au COP, on a vu que de plus en plus des efforts sont faits et il faut saluer ces efforts-là qui nous permettent d'avoir au sein de notre réseau un certain nombre de journalistes qui participent à ces COP-là et qui permettent... Non, pas du tout. C'est votre droit. Oui, absolument, parce que au nom, et c'est tous les ministères. Et vous avez parlé du Sénégal, j'ai fait un peu le Sénégal là-bas, mais quand vous êtes reconnu comme journaliste spécialiste, on vous appelle. Oui. Et vous êtes dans la délégation du pays. Mais aujourd'hui,
dans nos pays, on voit que pour certains événements, on forme des délégations, il n'y a même pas de journalistes. Alors qu'il y a des journalistes qui se sacrifient chaque jour, qui parlent donc des thématiques. Je pense que... On va espérer qu'il y ait des jours meilleurs. On pense qu'il y a des jours meilleurs et nous y croyons. Très bien. Merci beaucoup, Alain Toussaint. Vous devrez prendre un vol, mais vous avez tenu à venir faire ce témoignage avant de partir. Merci également à vous, Josiah de Souvoudrénon. Merci également, Patrice Sago, vous qui êtes toujours à nos côtés pour décortiquer les différentes thématiques, pour apporter votre franc-parler surtout. C'est pour cela que nous comme nous avons l'habitude de le faire aussi, les gens ne vont pas attendre que le gouvernement, le président de la République descende d'abord pour lui donner des ordres. Non, que chacun fasse son travail. Ce n'est que ce que vous demandez. En faisant votre travail, vous accompagnez le gouvernement. Député, on ne veut plus attendre, oui, on remercie le chef de l'État. Non, qu'est-ce que tu as fait pour accompagner le chef de l'État? Tous les cas doivent aller dans ce sens. Très bien. On dit qu'à son époque, on a pu faire ceci, et on a pu faire cela, et vraiment les peuples les populations vont apprécier. Très bien. Merci. À suivre dans les prochaines minutes, entretien avec Mouftaou Yarou. Ce sera avec Hugues Zissouzoulon dans la page des sports derrière Marcel Arrossi pour la revue de presse. À tout de suite.